Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on arrive au dernier jour de cette fameuse semaine. Et aujourd'hui, on va parler de Marcel Petiot. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager si elle vous a plu. Et de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Marcel Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre, dans une famille de petite bourgeoisie. Son père est directeur d'une agence postale, d'un bureau de poste. Sa mère est mère au foyer, comme la plupart des femmes à cette époque-là. Et il a aussi un petit frère. On n'a pas beaucoup d'autres choses sur son enfance. On sait juste que c'est un enfant très intelligent, tellement qu'à l'âge de 5 ans, il lisait comme un enfant de 10 ans. Malheureusement, même s'il était super intelligent, il aimait bien être méchant avec les chats, à les torturer, à les maltraiter. Et à l'âge de 11 ans, il va être renvoyé de l'école car il va tirer en plein cours avec un fusil de chasse de son père. À l'âge de 12 ans, il va perdre sa mère qui va mourir d'une maladie psychiatrique. Et à l'âge de 19 ans, il va s'enrôler dans la guerre. En mars 1917, il va être blessé au pied par un obus. À ce moment-là, du coup, on va l'emmener à l'hôpital militaire, mais il va vite être soigné et remis sur pied et renvoyé au front. Mais lui va vraiment se rendre compte qu'au final, la guerre c'est bien, mais lui il n'a pas envie de faire la guerre et il va exprès se tirer dessus. À ce moment-là, il va être réformé pour maladie psychiatrique car à l'hôpital, on va lui diagnostiquer plusieurs troubles psychiatriques. La neurasthénie, c'est une fatigue chronique mentale. Il a des phobies et une dépression paranoïaque due au retour au front. Et il va y avoir alors plusieurs commissions pour établir son pourcentage d'handicap. Et parfois, en fait, selon les commissions, il va être handicapé totalement et d'autres pas du tout. Le 18 juillet 1923, on va alors lui diagnostiquer une psychose mélancolique et une obsession de la persécution. Donc, une obsession de la persécution, c'est un élément paranoïaque, un délire qui n'est clairement pas réel. Et aussi, on va lui établir une démence précoce, c'est-à-dire le vieillissement de sa mémoire avec plusieurs troubles. Et à cette époque-là, il avait seulement 26 ans. Et quand on parle de psychose mélancolique, on parle de la forme la plus grave de dépression et pas seulement quelque chose de super cool. Néanmoins, il va bénéficier d'un programme qui permet aux soldats d'obtenir leur diplôme. Il va pouvoir reprendre ses cours en médecine. Et en 1921, il va obtenir son fameux diplôme avec mention très bien. Il va alors ouvrir son propre cabinet à Villeneuve-sur-Yonne et il va même faire des consultations gratuites aux pauvres, ce qui va lui faire une très bonne publicité. On va s'apercevoir qu'il a une tendance kleptomane avec ses patients, c'est-à-dire qu'il va voler par-ci par-là des petits objets, des petits crayons, des petits bijoux, des choses qui, ne passent pas inaperçues non plus. En 1925, il va être élu conseiller municipal de sa petite ville et l'année d'après, il va devenir carrément le maire. Il va se marier avec une femme du nom de Georgette Lablé et ils vont avoir un enfant ensemble, un petit garçon, le 19 avril 1928. Mais à la fin des années 20, il va commencer à frauder, à voler et à cause de ça, il ne va plus être le maire de la ville en 1931. À ce moment-là, il passe énormément de temps devant la justice, au tribunal, et il y a pas mal de choses qui vont s'accumuler d'étranges, notamment sa bonne qui va disparaître, et aussi on disait qu'il avait une maîtresse, et cette fameuse femme avec qui il tromperait sa femme a été retrouvée morte à coups de marteau dans sa propre laiterie. Le docteur décide de quitter sa petite région pour aller en 1933 habiter à Paris.
au 66 rue de Caumartin dans le 9e arrondissement. Il fait alors plein de pubs et il ment énormément sur ses savoir-faire, sur ses guérisons, sur les douleurs, comme quoi il peut enlever toutes les douleurs d'un patient et aussi sauver du cancer. En 1936, il va être arrêté pour vol à l'étalage car il était tout simplement en train de voler un livre dans le quartier latin. Et il va partir en hôpital psychiatrique pendant 7 mois. Et après avoir quitté l'hôpital psychiatrique, le 20 février 1937, il va alors reprendre ses fonctions en tant que médecin. Alors que le gars vient juste de sortir, c'est très logique, tout de suite. À ce moment-là, il va emménager au 21 rue Le Sueur, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas si je dois vous rappeler le contexte, mais lors de cette guerre, il y avait les Allemands à Paris et ils essayaient de traquer tous les Juifs. Il va avoir alors un voisin juif qui va lui demander s'il peut l'aider à fuir Paris. Et alors, Petiot, lui, va lui dire « Ok, pas de souci, on se donne rendez-vous à mon cabinet ». Et c'est ce que va faire son voisin le 2 février 1942. Il va arriver au cabinet de Petiot avec 2 millions dans ses valises. Ces millions n'étaient pas en espèces, mais en diamants. Et Petiot, en voyant tout cet argent-là, sachant qu'il était en plus de ça kleptomane, il va tuer son voisin. Dans tous les cas, c'était la Seconde Guerre mondiale, on tuait des Juifs, donc lui il s'est dit qu'il n'y avait pas trop d'importance, c'était pas grave. Et beaucoup de personnes vont disparaître, et il y a un SDF qui va se rendre compte de tout ce que Petiot fait, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer. Sa voisine aussi va se rendre compte de son trafic, et va lui demander d'en participer, mais lui n'a pas voulu, car il veut garder l'argent que pour lui, donc il l'a tué aussi. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, les disparitions de Juifs, à ce moment-là, ça passait vraiment inaperçu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Marcel se fait passer auprès des riches clients comme passeur vers l'Argentine en se faisant appeler Docteur Eugène. Et il a alors 2 complices, un coiffeur qui s'appelle Raoul Fourier et un artiste musicien Edmond Pintard. Le mode opératoire était très simple. Il donnait rendez-vous à ses familles juives, il les emmenait à son cabinet avec toutes leurs richesses dans leur bagage et leur administrait une piqûre. Et à ce moment-là, ça les tuait. Et il a tué de nombreuses familles entières juives. Notamment, il a tué la famille Braunberger, Van Bever, Kneller, Wolf, Bach, mais aussi 7 malfrats qui étaient ses complices. Il les brûlait, il les jetait dans la chaux vive, il les démembrait et parfois il jetait les cadavres dans la Seine. Mais vite, eux, la Gestapo, vont apprendre qu'un médecin fait passer des Juifs en dehors de la France parce que eux, la Gestapo, ce qu'ils voient, c'est que beaucoup de Juifs disparaissent et qu'un médecin, aide les Juifs. Un espion donc de la Gestapo va alors faire croire qu'il est juif, qu'il veut se barrer en Argentine lui aussi, mais il ne connaissait pas ce fameux Marcel qui lui ne fait passer personne, mais il les tue. Il peut te faire passer dans l'au-delà si tu veux, mais c'est tout. Et évidemment, la Gestapo ne va jamais revoir son fameux espion. Il va alors y avoir un deuxième espion qui va lui le faire arrêter, puis enfermer pour qu'il soit torturé. Et évidemment, ils veulent savoir le nom des complices et où sont partis les Juifs. Mais malheureusement, il les a tous tués, donc il ne peut pas vraiment dire qui sont ses complices vu qu'il n'en a plus à ce moment-là. Et ce qui fait des corps, parce que du coup, il les a tués et il n'a pas envie aussi, lui, d'être tué. Il est quand même retenu pendant 8 mois, mais comme la Gestapo n'arrive à rien à voir avec lui, il le relâche. À ce moment-là, Marcel va retourner au 21 rue Les Sueurs pour effacer toutes ces preuves des cadavres et il va s'enfuir. Et avec cette odeur immonde des corps qui va remonter, les voisins en ont marre et vont appeler la police. Et c'est à ce moment-là que les policiers vont faire une macabre découverte. Pendant ce temps-là, lui, Marcel, va s'engager dans les forces armées sous le nom de capitaine Valéry et
Et après, il va même devenir médecin capitaine. Il va encore changer son nom et se faire passer pour un juif. Il va alors s'appeler Dr Waterwald François, au poste d'officier sécurité militaire chargé de l'épuration des traites et des collaborateurs. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Partout en France, et les journalistes parisiens vont se faire un bon plaisir à faire un portrait de Marcel Petiot comme un néo-nazi alors qu'il ne l'était clairement pas mais juste un meurtrier. Et lui, quand il va voir cet article dans le journal, il va alors utiliser son droit de réponse pour répondre au journal et dire la vérité. Heureusement, grâce à son écriture, les journaux vont pouvoir retrouver où il se cache. Et le 31 octobre 1944, il va être arrêté. Pour lui, il estime qu'il a assassiné 63 ennemis de la nation française. Et il n'a pas l'air de prendre au sérieux ses procès, puisqu'à chaque fois, il s'y endort. Et il n'arrête pas de faire le beau, de faire le show pendant les reconstitutions et n'arrête pas de clamer son innocence en disant qu'il a tué pour la France, qu'il était un homme de la résistance. Il va même être analysé par 3 psychiatres qui vont dire qu'il n'a aucun problème mental, qu'il est juste comme ça, c'est sa nature d'être. Et le 4 avril 1946, il va alors être coupable pour 26 meurtres. Comme la guillotine existait encore à ce moment-là, le 25 mai 1946, il va être guillotiné devant ses avocats et sa famille. Et voilà comment se finit l'histoire de notre cher Marcel Petiot, médecin et tueur en série de juifs. Tout ça parce qu'il voulait récupérer la monnaie. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire-là. Parmi toutes les histoires que je vous ai racontées, je trouve que c'est quand même mon histoire préférée des 5. C'est pour ça que j'ai préféré vous la mettre en dernière. Préférée parce que je trouve qu'elle est plus dans l'air du temps et que c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité tout le long. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer encore une fois la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si vous aimez bien mes histoires. En tout cas, voilà pour cette semaine sur les tueurs en série français. J'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo comme tous les dimanches.